Commençons par la partie 1. L'embolie pulmonaire de Clara. Imagine-toi aux urgences. Un samedi après-midi. Une jeune femme de 21 ans, Clara, arrive essoufflée, la main sur le thorax. Elle te dit que la douleur est apparue brutalement, comme un coup de poignard dans la poitrine. Elle ne fume pas, mais elle prend depuis 1 mois une pilule contraceptive appelée Optilova. Et là, premier piège classique des QCM. Cette pilule n'est pas progestative seule. C'est une contraception œstroprogestative. Elle contient 2 hormones, l'éthanylestradiol, un oestrogène, et le lévonorgestrel, un progestatif. Quand elle est arrêtée, après le 21e comprimé, une hémorragie de privation survient 2 à 3 jours plus tard. C'est une fausse règle due à la chute hormonale, pas un vrai cycle naturel. Et non, même si elle est jeune et non fumeuse, elle n'est jamais dénuée de risque thromboembolique. Les oestrogènes favorisent la coagulation. C'est comme si on épaississait un peu le sang. Le risque reste faible, mais il existe. Et dernier piège, aucune contraception hormonale n'est efficace à 100%, même si elle est bien prise. Le scanner confirme une embolie pulmonaire. Un caillot est parti se loger dans une artère du poumon. Le médecin pense à un lien avec la pilule et parle de pharmacovigilance. Là encore, c'est un classique d'examen. La pharmacovigilance, c'est la surveillance des effets indésirables des médicaments après leur mise sur le marché. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas réservé aux médecins. Les infirmiers peuvent aussi faire une déclaration. Cette déclaration est possible à tout moment, après l'effet indésirable, même s'il est connu. Et pour la faire, on passe par le portail des événements indésirables en ligne. Les déclarations sont centralisées par les CRPV, les centres régionaux de pharmacovigilance. Pas par la HAS, pas par le ministère. Le médecin met alors en route une héparine sodique. Et là, les étudiants se mélangent souvent entre héparine non fractionnée, HNF, et héparine de bas poids moléculaire, HBPM. Retiens l'image suivante. HNF, c'est la vieille héparine, en perfusion, qui agit vite, mais doit être surveillée étroitement. HBPM, c'est la version allégée, plus stable, en injection sous-cutanée. L'héparine sodique est donc une héparine non fractionnée. Elle agit en neutralisant les facteurs ILA et XA de la coagulation, ceux qui forment le caillot. Et pour la surveiller, on contrôle le TCA, temps de céphaline activé, pas l'INR. Son antidote, c'est le sulfate de protamine, et non la vitamine K, qui, elle, neutralise les AVK. Sa durée d'action est courte, environ 3 heures, ce qui justifie la perfusion continue. C'est donc bien un traitement curatif administré par voie IV, intraveineuse. Quand l'état de Clara s'améliore, le médecin la passe à une HBPM. Cette fois, on parle d'une héparine fractionnée, donc plus fine, plus stable et avec une demi-vie plus longue. Elle s'administre par voie sous-cutanée et non IV. Mais attention, elle peut encore provoquer une thrombopénie, baisse des plaquettes. Ensuite, pour prévenir une récidive, on introduit un traitement antivitamine K, AVK. L'AVK agit par voie orale, et on le prend le soir, car la posologie peut être adaptée le lendemain selon le résultat biologique. Ici, le contrôle biologique est l'INR, International Normalized Ratio. Pour une prévention efficace, la valeur cible de l'INR doit être entre 2
étroit. À la sortie, Clara veut savoir comment se protéger désormais. Le médecin lui parle du DIU au cuivre. Et là encore, plein de pièges. Le DIU au cuivre ne contient pas d'hormones. Il agit en provoquant une inflammation locale de l'endomètre, ce qui empêche la nidation. Il peut rendre les règles plus abondantes. Il n'est pas contre-indiqué avec les AINS. Et il a une durée de vie bien plus longue que 2 ans, souvent 5 à 10 ans selon le modèle. Cette première histoire, c'est le résumé parfait du lien entre pharmacologie, vigilance et physiologie du sang. Le QCM joue sur la confusion entre les voies d'administration, les contrôles biologiques, INR versus TCA, et les types d'héparine. Si tu visualises 2 seringues côte à côte, l'une avec un tuyau HNF-IV, l'autre avec une aiguille sous-cutanée HBPM, tu retiendras toujours la différence. Passons maintenant à la partie 2. Madame T, le genou qui grince. Madame T a 58 ans. Elle s'est fait mal au genou après une chute. Depuis, ça craque, ça gonfle, parfois ça se bloque. Le chirurgien parle d'arthrose et prescrit un anti-inflammatoire per os. Si ça ne suffit pas, il prévoit une infiltration de cortisone dans l'articulation. Ici, on entre dans le grand monde des AINS et des corticoïdes, avec tous leurs pièges de QCM. L'infiltration, locale, propre et précise. Une infiltration intra-articulaire, c'est une injection locale. L'objectif est d'amener le médicament directement sur le terrain, sans passer par la circulation générale. Donc, oui, elle agit localement. Et parce qu'on pique dans une articulation, tout le matériel doit être stérile, la préparation aussi. Si c'est une solution, elle doit être limpide, sans particules visibles. Bref, on travaille en conditions d'asepsie chirurgicale. Rien d'optionnel là-dedans. La réponse inflammatoire, quand le corps s'enflamme pour se défendre. L'inflammation, ce n'est pas juste rouge, chaud, douloureux. C'est une réponse physiologique de défense face à une agression, infection, choc, traumatisme, allergie. Imagine ton corps comme un pompier. Il envoie de la chaleur, du sang, des cellules de défense pour réparer. C'est donc une réaction de protection, pas un saignement, ni une coagulation. Et elle peut être exogène, infection, blessure, ou endogène, maladie auto-immune. Les AINS, les coupe-feux du corps. Les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont les pompiers chimiques. Ils bloquent les COX, les cyclooxygénases, des enzymes responsables de la synthèse des prostaglandines. Ces molécules qui entretiennent la douleur, la fièvre et l'inflammation. En bloquant les COX, on diminue la douleur, effet antalgique, la fièvre, effet antipyrétique, et l'inflammation, effet anti-inflammatoire. Mais attention, comme ils agissent aussi sur les prostaglandines, qui protègent l'estomac, et les reins, ils peuvent provoquer des effets secondaires digestifs et rénaux. Ils ne sont pas stéroïdiens. Rien à voir avec les corticoïdes. Et ils se situent au palier 2, au palier 1. Ils se situent au palier 1 de la classification de l'OMS pour les antalgiques. Pas au palier 2, justement. Certains sont en vente libre, d'autres sur ordonnance, selon la dose et la molécule.
Les effets indésirables et précautions. Les pièges d'examen se cachent ici. Les troubles digestifs sont fréquents, nausées, brûlures, ulcères. Il y a un risque d'insuffisance rénale, surtout chez les personnes âgées ou déshydratées. La photosensibilisation existe avec certaines molécules. Pas de dépendance ni de somnolence, contrairement aux opioïdes. Pour limiter les risques, traitement le plus court possible à dose minimale efficace. Toujours pendant le repas, pour protéger l'estomac. Et contre-indiqué à partir du 6e mois de grossesse. C'est un danger pour le fœtus, car fermeture prématurée du canal artériel. La surveillance clinique, ce sont les signes digestifs, manifestations infectieuses, car les AINS peuvent masquer une infection. La fièvre baisse, mais le foyer infectieux reste. C'est un des grands pièges à connaître en stage. Les corticoïdes, les anti-inflammatoires naturels de l'organisme. Les glucocorticoïdes, eux, sont stéroïdiens. Ce sont les cousins chimiques du cortisol, produit naturellement par les glandes surrénales. Ils ont 3 grands effets: anti-inflammatoires, anti-allergiques et immunosuppresseurs. On les utilise en corticothérapie curative, asthme, polyarthrite, choc anaphylactique, transplantation d'organes, etc. Ou substitutive, quand les surrénales ne fonctionnent plus. Mais ils ont leurs revers. Hyperglycémie, ils favorisent un diabète. Rétention hydrosodée et hypokaliémie, le corps gonfle, les jambes aussi. Ostéoporose, retard de croissance chez l'enfant. Troubles de l'humeur et perturbations du sommeil. Leur toxicité dépend de la dose et de la durée. C'est pourquoi, en traitement prolongé, on ne stoppe jamais brutalement, sinon le corps devenu paresseux ne relance plus sa production de cortisol. Risque d'insuffisance surrénalienne du coup. On parle de sevrage progressif. Le traitement se prend le matin entre 6h et 8h pour respecter le rythme naturel du cortisol. Et la surveillance comprend glycémie, kaliémie, poids, thymie, c'est-à-dire l'humeur, et parfois le transit intestinal. Résumé mental à retenir: infiltration, locale, stérile, limpide. AINS, ce sont des coupe-feux du corps, ils bloquent les cox, mais attention à l'estomac et aux reins. Les corticoïdes, ils sont puissants mais à double tranchant. Il y a un sevrage progressif, une prise matinale, une surveillance métabolique. Imagine les AINS comme un verre d'eau froide, jeté sur une petite flamme. Et les corticoïdes comme une vague géante. Ça éteint tout, mais ça emporte aussi des digues entières. Passons maintenant à la partie 3. Madame G, les douleurs invisibles. Madame G a 46 ans. Elle arrive au centre de la douleur avec un regard fatigué, presque vide. Depuis 3 mois, elle vit avec des douleurs diffuses et des céphalées qui durent 5 à 7 heures par jour. Son EVA est égal à 6 sur 10. Elle dort mal, n'a plus d'activité physique et son moral s'érode. Le médecin a posé le diagnostic. C'est un syndrome fibromyalgique primaire. Son traitement? Une vraie usine chimique. Tramadol LP 150 mg matin, midi, soir. X-Prime Tramadol 37,5 mg plus paracétamol 325 mg aussi matin, midi, soir. Paracétamol 1 g 3 fois par jour. Et même du kétoprophène 100 mg, un AINS. Bref, son foie et ses récepteurs travaillent en heures sup. Les 2 visages du tramadol.
Le tramadol, c'est un antalgique de palier 2, un opioïde faible. Il agit sur les récepteurs morphiniques mu, mais aussi sur la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ce qui lui donne un petit effet antidépresseur secondaire. La forme à libération prolongée LP est comme un robinet qui goutte lentement. Elle maintient une concentration stable dans le sang pour un soulagement régulier sur 12 heures ou plus. La forme immédiate, elle, agit vite, comme un coup de spray, utile pour les pics douloureux. Donc, même molécule, mais courbes de biodisponibilité différentes. La phase pharmacocinétique, absorption, distribution, métabolisme, élimination, arrive toujours après la phase biopharmaceutique. Libération du principe actif. Donc, la première, c'était la phase pharmacocinétique. Voilà. Et la deuxième, c'est la phase biopharmaceutique. Et attention, seules les formes comprimées simples peuvent être coupées. Les gélules LP, jamais. Sinon, on libère d'un coup toute la dose. Ça mène à un surdosage garanti. Le piège du paracétamol. Madame G prend 6 comprimés d'X', soit 1950 mg de paracétamol, 3 g de paracétamol pur. Au total, 4950 mg par jour, soit quasiment 5 g au-dessus du maximum de 4 g par jour chez l'adulte. Le résultat, c'est un risque de surdosage hépatique majeur. Le paracétamol, pour rappel, c'est un antalgique de palier 1 et un antipyrétique. Il n'est pas un anti-inflammatoire, ni un opiacé, et il est autorisé pendant la grossesse, sauf rares cas. Au-delà de 4 grammes, il sature le métabolisme hépatique. Un métabolite toxique, le NAPQI, s'accumule. Ça amène à une nécrose du foie. Donc, moralité, toujours calculer le total quotidien, surtout quand plusieurs médicaments contiennent du paracétamol caché. Les opioïdes, la douleur sous surveillance, désormais. Les opioïdes, qu'ils soient faibles, tramadol, codéine, ou forts, morphine, fentanyl, agissent comme des clés sur les serrures mues du système nerveux. Ils diminuent la perception de la douleur, mais ralentissent aussi plusieurs fonctions. La fréquence respiratoire, danger de dépression respiratoire, la vigilance, risque de somnolence, confusion, et le transit intestinal, constipation quasi constante. C'est pourquoi on associe toujours un laxatif en prévention, dès le premier jour. Et oui, les vomissements et le myosis, pupille en tête d'épingle, sont typiques du début de traitement. Autre point réglementaire, pour les opioïdes de palier 2 et 3, la prescription doit être rédigée en toutes lettres et datée. Les endorphines, nos morphines naturelles, agissent sur les mêmes récepteurs. Elles expliquent pourquoi on se sent apaisé après un effort ou une émotion intense. Maintenant, la tolérance, sevrage et la dépendance. Avec le temps, le corps s'habitue, c'est la tolérance. Il faut augmenter la dose pour obtenir le même effet. Le sevrage, lui, c'est l'effet inverse. Quand on arrête brutalement, le corps réclame. Et si la prise devient compulsive, on parle d'abus ou de dépendance. Ces notions tombent souvent. La tolérance égale adaptation du corps, mais pas forcément dépendance psychologique.
Les variables de la réponse aux médicaments. La pharmacologie adore les exceptions. L'âge change tout. Foie, rein, masse grasse, métabolisme. Les repas modifient l'absorption. Les interactions médicamenteuses peuvent amplifier ou annuler un effet. La génétique compte aussi. Certaines personnes métabolisent plus vite ou plus lentement. Et bien sûr, l'observance, un traitement mal pris, c'est un traitement dangereux. La surveillance au long cours. Pour tout traitement chronique, on surveille l'efficacité, EVA, confort de vie, les effets indésirables, somnolence, constipation, dépendance, atteinte hépatique, la fonction rénale, surtout chez les polymédicamentés, et les interactions. Un traitement bien toléré au début ne veut pas dire à vie sans contrôle. La pharmacologie, c'est comme un équilibre sur un fil. Il faut toujours vérifier la tension. Et pour finir, à retenir mentalement, visualise le tramadol LP comme une bougie qui brûle lentement. Le tramadol immédiat comme une allumette qui flambe vite. Le paracétamol, un ami doux mais dangereux en excès. Et les opioïdes, ce sont des clés puissantes mais qui peuvent t'enfermer si tu ne fais pas attention. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser pour que chaque sujet soit complémentaire entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen, et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître, sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.